féliciter Jean-Hervé Lorenzi et toute l'équipe du Cercle des économistes parce que c'est absolument magnifique, c'est un véritable exploit. Moi, je suis très, très honorée d'animer cette session inaugurale et très heureuse comme vous d'être de retour à Aix. Nous avons traversé une crise qui, hélas, n'est pas complètement finie, une crise d'une gravité inédite qui a touché l'humanité tout entière, sans distinction de nation, de frontières, d'origine, une crise universelle. Et à l'heure où on espère une issue proche, quelles leçons en tirer? Qu'avons-nous appris de 2020? Alors, pêle-mêle, eh bien, comment mieux anticiper ces événements, ces crises? Quels changements profonds économiques annoncent-elles? Comment gérer le recul spectaculaire des PIB, de l'explosion de la dette et des déficits? Quand reviendrons-nous aux jours heureux? Même si le variant Delta nous fait craindre et nous rend un doute aujourd'hui. Quelles leçons dans le domaine de la santé, bien sûr? Les États sont massivement intervenus, faut-il qu'ils poursuivent? La relation à travail, notre relation au travail a changé. Est-ce que ce sera durable? Quelles conséquences sur les relations entre générations? On savait indispensable le virage écologique. Faut-il l'accélérer encore? Quel nouveau rapport à la géographie urbaine? Comment éviter que l'installation durable du digital creuse les inégalités? Vous voyez, les questions sont extrêmement nombreuses. Les leçons, j'espère, commencent bien à nous imprégner tous. Et grâce à vous, Patrick Artus, évidemment, on va commencer à en tirer, donc du Cercle des économistes, patron des études de Natixis, c'est votre livre, vous venez d'en parler il y a un instant, tout le monde l'a noté, donc... la dernière crise du capitalisme, avec Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, et qui n'a raté presque aucun des rendez-vous du Cercle des économistes. Merci infiniment d'être là en présentiel, comme on dit maintenant. Nous serons aussi en direct avec Nadia Calvino, qui est la deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l'économie et du numérique en Espagne. Merci beaucoup, madame. Et puis, et c'est une grande chance aussi, nous sommes avec Mélanie Nakagawa, qui est conseillère de John Kerry et de Joe Biden en charge du climat, mais qui va nous parler bien sûr de l'ensemble du programme de Joe Biden. Enfin, Jules Baudet, la parole au 18-28, qui est donc étudiant normalien de 22 ans. Et effectivement, on a des vraies questions sur la jeunesse et sur les réponses à leur apporter. Patrick Artus. Merci Ruth. Bonjour à tous à nouveau. Donc, je vais introduire cette session comme il est traditionnel. Qu'avons-nous appris et aussi que nous reste-t-il à apprendre, il me semble, hein, puisqu'on n'a pas fait que apprendre. Alors j'ai 5-6 points, ils sont un peu en vrac, mais qui me paraissent toucher les différents éléments du débat. Je crois d'abord que nous avons compris qu'il y aurait d'autres crises. Nous ne savons pas encore si ce sera une autre crise sanitaire. La plupart des médecins croient que oui. Une crise géopolitique, une crise de cybersécurité, une autre crise financière, ce qui me paraît malheureusement relativement probable compte tenu des déséquilibres financiers présents. Et la question est qu'effectivement, nous devons passer d'une approche défensive, ce qui a été bien fait d'ailleurs, je crois, en particulier en Europe, hein, mais à une approche préventive. On ne peut, je ne vois pas comment on répéterait dans 4 ou 5 ans la stratégie que nous avons utilisée cette fois-ci pour lutter contre la crise de dette, d'intervention massive des banques centrales. Il y a une limite au défensif et donc il faut réfléchir, il me semble, à éviter autant que possible les crises dans le futur. Dans le domaine financier, ça veut évidemment dire éviter les déséquilibres. On disait à l'instant qu'on s'inquiétait tous collectivement, il me semble, dans le monde des économistes, de ce qui se passe sur le marché de l'immobilier mondialement. Dans le domaine sanitaire, c'est sans doute séparer les humains des animaux, enfin voilà. Donc il y a cette question de la prévention des crises et pas seulement d'une réaction massive aux crises une fois qu'elles sont là. Ce que nous avons appris aussi, c'est que les politiques économiques pouvaient être très différentes de celles que nous avions envisagées. Évidemment, on est encore sous le choc de ce qui était possible de faire avec les budgets, avec les politiques monétaires, avec de rendre facile le financement des États, d'avoir des déficits publics à 16% du PIB aux États-Unis avec des taux d'intérêt presque nuls. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons complètement collectivement compris qu'il n'y a pas de free lunch, comme on dit, et qu'il y aurait un coût à ces interventions.
Je ne suis pas sûr que nous sachions exactement ce que sera le coût. Est-ce que ça sera des bulles sur les prix des actifs? Est-ce que ça sera simplement l'incapacité de réagir plus tard? Et je suis assez inquiet peut-être de notre insuffisance d'analyse du côté négatif de ces interventions, qui évidemment n'a pas la même durée dans le temps que les choses positives. Troisième chose, il me reste 2 minutes, nous avons compris que nos économies étaient extraordinairement hétérogènes. Entre les plus ou moins protégés sur le marché du travail, entre les secteurs qui allaient bien, les secteurs qui allaient mal, les pays riches qui se vaccinent, les pays pauvres qui ne se vaccinent pas. Et ceci pose plein de questions sur les systèmes sociaux dans nos pays, sur les relations internationales. Et vous envisagez évidemment les questions que cela touche. On parlera des jeunes tout à l'heure avec Jules. Quatrième sujet, j'en ai encore 2 rapidement. C'est un débat que nous avons eu à l'instant avec Philippe Aghion. Cette crise accélère la numérisation de l'économie. Et il ne faut pas prendre cela que positivement, je crains. Et nous sommes en train, qu'avons-nous appris, de réfléchir aux conséquences d'une numérisation accrue. Ça va changer le mode de travail. Tout le monde fait état maintenant des travaux de Nicolas Bloom sur le télétravail, avec un changement extrêmement radical de l'urbanisme, de l'endroit où on travaille, de la façon dont on travaille. Ça va changer la localisation des activités, ça change la nature des emplois, pas forcément dans la bonne direction. Et puis dernière chose, et c'est aussi un point que nous évoquions à l'instant qui est très important, et je m'arrête sur ce dernier point, nous avons compris l'importance des innovations de rupture et pas seulement des innovations incrémentales comme on dit, et nous devons réfléchir aux conditions d'obtention d'innovations de rupture, c'est-à-dire quel est le mélange entre le rôle du secteur public, du secteur privé, la façon dont ça se finance, est-ce que les États ont la capacité à prendre le risque qui permet d'avoir des innovations de rupture, et je crois que cette réflexion aussi a été lancée par la crise. Voilà, Ruth, quelques pistes. Je vous renvoie à une table ronde qui aura lieu demain et que j'anime aussi sur le risque et l'audace. Ça tombe bien, je fais un peu ma pub. Surtout celle des intervenants de demain. Christine Lagarde, on a la chance de vous avoir, je le disais, en présentiel, puisque c'est l'expression consacrée. Et je suis très curieuse de savoir quelles leçons vous avez tirées, comment vous avez vécu cette période. Pas seulement, et évidemment, vous avez eu un rôle crucial avec la Banque centrale, mais aussi sur le plan personnel, quelle sera la leçon principale que vous aurez tirée? Merci Ruth, et bon après-midi à tous, y compris aux membres du panel. Ruth m'a demandé d'avoir un point de vue un petit peu personnel, donc pour ceux qui attendent des breakthrough news en matière de politique monétaire, c'est pas le moment. Mais je vais situer mon propos au cœur de ce qui me préoccupe en ce moment, c'est-à-dire l'Europe. Et quand je suis saisie par le doute sur l'Europe, en général, je retourne soit vers Victor Hugo, soit plus probablement vers Paul Valéry. Et pour moi, c'est Paul Valéry qui capture, passionné d'Europe lui aussi, qui capture très bien un sentiment qu'on a tous plus ou moins éprouvé pendant cette période et qui nous a appris, à mon avis, une leçon d'humanité supplémentaire, une leçon d'humilité supplémentaire aussi. Lorsque Paul Valéry dit civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels, que vous êtes mortels, je crois qu'on a eu tous un peu ce retour à la réalité de la vie et de la mort. Quand quelqu'un proche de nous, en très bonne santé, ou victime d'une quelconque affection, est soudain tombé à cause du Covid, quand la mort est rentrée par la fenêtre et par la porte, alors qu'on avait l'habitude de la voir arriver par l'entrée de service, ça nous a rappelé à cette humanité à laquelle nous appartenons tous, et je pense que ça nous a donné aussi une immense leçon d'humilité parce qu'on s'est trouvé soudain dans cette situation d'impuissance totale. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point dans cette dimension un peu personnelle à laquelle je pense, dans ce qu'on a appris, c'est que le livre qui a été le plus acheté, le plus lu pendant cette pandémie, c'est curieusement La peste de Camus. Et c'est le docteur Rieu qui, dans La peste de Camus, dit une phrase du type « Il y a beaucoup plus à admirer chez les hommes qu'il y a à mépriser ». Et finalement, c'est aussi ce qu'on a pu constater pendant cette pandémie et qui nous a, pour certains, en tout cas, redonné l'envie de nous battre, de faire front et de faire face à cette terrible crise à la fois sanitaire et économique. Parce qu'on a vu des élans de soutien, de solidarité, d'amitié, de présence. Et on a su, tout d'un coup, quelle valeur tout cela avait. Donc,
reprenons cette notion de solidarité qu'on a vue à de multiples reprises. Souvenez-vous. Je me tourne vers ce qu'on a fait en Europe. Et là, je me dis qu'on a été très solidaires. On a été très solidaires sur le plan monétaire, on a été très solidaires sur le plan financier et économique. Et je voudrais vous en dire 2 mots rapidement, sans faire trop de publicité pour ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne. Mais on a, dans des délais incroyablement rapides, en l'espace de pratiquement une semaine, mis sur pied un programme de soutien à l'économie, toujours dans le respect du mandat qui est notre ligne directrice et notre compas absolu. On a mis en place des programmes qui ont été colossaux à la fois en termes de financement de l'économie et en termes de soutien sur le plan monétaire et en termes d'évitement d'un risque de fragmentation qui se profilait dès le mois de mars 2020. Donc cette solidarité monétaire, elle s'est exprimée de manière très forte. Et si le consensus n'a pas été toujours très facile à obtenir, il a néanmoins été possible, y compris avec des banques centrales qui n'étaient pas traditionnellement connues pour valoriser les efforts de solidarité monétaire. La solidarité financière, elle me paraît évidente parce que le plan Next Generation EU à 750 milliards d'euros qui a été conçu au mois de mai entre 2 grands dirigeants européens, puis développé et approuvé par toute l'Europe en juillet 2020, et dont on commence à recevoir les fruits dans des délais extrêmement rapides. Je vois Pascal Lamy qui n'est pas loin et qui sait à quel point l'Europe, parfois, elle est capable du meilleur comme elle est capable du pire. Là, elle a été capable du meilleur. Elle s'est mise en branle rapidement et aujourd'hui, elle délivre avec 1 mois d'avance par rapport à ce qui avait été prévu. Donc, solidarité financière. Solidarité sanitaire, même si on a envie de se souvenir toujours des choses qui fâchent, et s'il y a eu quelques petites embrouilles, il y a eu quelques bricolages au début, la solidarité sanitaire, elle s'est exprimée, et la tentation nationaliste qu'on a vécue, qu'on a tous senti s'exprimer, elle a été mise à bas. Alors, là, je voudrais dire un point qui va sans doute vous étonner, parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton et de mise de parler de la démondialisation, du retour à des régions, du retour à des chaînes de valeur plus courtes, etc. Je voudrais vous citer 4 noms, 5 noms. 2 vous diront quelque chose, 3 ne vous diront rien. François Jacob et Jacques Monod. Cela, ça vous dira quelque chose. Création de l'ARN messager. Merci. Cataline Caraco. Pareil. Oui, 65 ans, émigrée hongroise, travaillant aux États-Unis, depuis 40 ans travaillant sur l'ARN messager. Et puis Ugur Sahin et Özlem Türkçin, qui sont les 2 Allemands, émigrés turcs, qui ont mis au point l'ARN messager, qui s'est retrouvé dans BioNTech, qu'on retrouve maintenant dans le vaccin Pfizer, dont beaucoup d'entre nous ont bénéficié et qui a été une providence absolue. Et je voudrais dire à cet égard que c'est un exemple extraordinaire de mondialisation. Parce qu'ils ont été capables de se déplacer, de bouger, de rechercher, d'être financés, de tirer parti d'une mondialisation intelligente à laquelle il faut qu'on continue à travailler. Parce que s'il y a une leçon que moi je tire personnellement de cette crise, c'est qu'on est tous dans le même bateau en face de contraintes du type Covid, on est tous dans le même bateau en face de contraintes du type changement climatique, et il faut impérativement qu'on revoie nos outils. On a des outils qui ont été incroyablement efficaces. Quand vous regardez les aides d'État, on a réussi à s'en absoudre pendant un moment, pendant que c'était nécessaire. Si vous regardez les impératifs de politique budgétaire européen, l'escape clause a été un outil qui a été mis en œuvre, qui est toujours en vigueur, pour permettre aux États de s'en sortir. Quand je regarde, moi, mes outils de politique monétaire et la façon dont on a réussi à soutenir l'euro sans limite, les outils étaient présents. Mais maintenant, il faut se poser la question de savoir si les outils doivent être un petit peu nettoyés, un peu remis à jour, parce que quand on s'en sert beaucoup, il faut quand même reprendre la boîte à outils et s'assurer que tout va bien. Et puis il faut regarder si on n'a pas besoin d'autres outils. Et ça, je pense que ce sont les défis qui nous attendent, les défis qui attendent les Européens, pour être en mesure, lorsque la prochaine crise viendra, parce que vous avez raison Patrick, il y aura une prochaine crise, il y aura 2 prochaines crises, et il faut être en mesure de répondre à ces circonstances. Donc voilà ce que je voulais dire. Par exemple, rapidement. Pour les outils, juste quand même, je ne peux pas laisser passer. Par exemple, à quoi est-ce qu'il faut penser? Des outils appliqués à la mondialisation qui me paraissent impératifs.
La taxation, l'accord qui vient d'être trouvé à l'OCDE avec 130 États membres, ils ne sont pas tous encore à bord, mais je pense qu'on est vraiment, il y a un momentum qui est lancé et qu'il il faut pas lâcher. Je suis sûr que le G20 de la semaine prochaine et ensuite les accords qui vont se trouver à l'OCDE sont une façon sur le plan fiscal, pas fiscal au sens budgétaire, fiscal, la fiscalité, de dire, voilà, on est dans un monde qui est effectivement ouvert, qui permet l'implantation, les tentatives d'optimisation. Et bien malgré ces tentatives d'optimisation, nous, États, je pense qu'il y a une reprise en main d'une certaine manière par les États de la source et de l'utilisation des revenus, on décide qu'au-delà de certains seuils, l'imposition, elle sera attribués à tel ou tel État qui sont bénéficiaires d'activités, mais qui aujourd'hui ne sont pas bénéficiaires des revenus en raison des schémas d'optimisation fiscale qui ont été mis en œuvre. Je voudrais saluer ça. Je crois qu'il y a un deuxième domaine dans lequel on a un peu détourné l'utilisation de l'outil, mais on doit se poser la question de savoir comment il peut être utilisé, notamment dans un monde ultra numérisé, c'est le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence a été très utile et le biais des aides d'État en particulier a servi souvent de prétexte pour remettre en cause des régimes tout à fait optimisés mis en place par certains États. Je crois que le droit de la concurrence doit, par la notion, est-ce que c'est de l'abus de position dominante, est-ce que c'est d'action concertée, est-ce que c'est d'offres liées, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut impérativement nettoyer un peu le droit de la concurrence pour le rendre plus efficace dans un monde où une position dominante, par exemple par une grande tech, va devenir tout d'un coup un levier très puissant pour utiliser de l'information et ensuite exercer un rôle quasi souverain qui n'appartient pas à une entreprise de ce type-là. Voilà, 2 exemples. Merci beaucoup Christine Lagarde. Nadia Calvino, merci de nous avoir parlé plus personnellement aussi. La ministre, donc la deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre de l'économie et du numérique en Espagne. L'Europe, alors l'Espagne évidemment qui a été un des pays les plus touchés par la pandémie en Europe. L'Europe a été au rendez-vous pour l'Espagne, pour l'ensemble des pays. Mais en même temps, bon, on l'a entendu, Christine Lagarde a dit, on a eu presque tout juste, on s'est bien débrouillé. On fait un peu d'autocritique quand même ou pas? Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là à Aix-en-Provence. C'est vraiment le rendez-vous qui fait le plus plaisir de toute l'année et malgré ma volonté, je n'ai pas pu venir. Mais bon, de toute façon, merci beaucoup de l'invitation. Et je voulais précisément partager 5 points, ou faire 5 points en réagissant à ce que Christine vient de dire et aussi Patrick Artus, parce que je pense que ça a été très, très intéressant. Mon premier point était précisément qu'on a découvert nos vulnérabilités. On a vu que la santé et l'économie vont de la main et qu'il n'y a pas l'une sans l'autre. On doit avoir aussi une grande humilité dans le sens que ce qu'on normalement on considère la normalité est probablement ce qu'il y a entre les crises, que ce soit une crise sanitaire, une crise financière, une crise sociale. Et donc qu'il faut s'habituer à l'idée que le changement, c'est qui est le plus stable, le plus permanent. Mais ayant dit ça, et on vient de sortir d'une période vraiment noire, et il faut aussi un peu se réjouir de ce qu'on a bien fait pendant cette période. Et je pense qu'en fait, l'Europe a bien réagi cette fois-ci. On a des défis importants devant nous, sans doute, mais franchement, on a passé et on a survécu un stress test qui n'aurait pas pu être imaginé par les banquiers centraux le plus sadistes, le plus négatif. Et donc, ça prouve que quand même, on a des institutions qui sont antifragiles, qui sont assez fortes et qui ont pu réagir et protéger ce qui est le plus important pour pouvoir avoir une base forte pour la relance, qu'on voit déjà dans nos rues. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, on a aussi appris, ça a été évoqué par Patrick Artus il y a un moment, c'est que c'est moins cher de prévenir que de guérir. Et je pense que la réponse qu'on a donnée depuis mars 2020, et la Banque centrale européenne a eu un rôle très important, mais aussi les ministres des Finances, les différents gouvernements qui ont réagi d'une façon très solidaire, qui se sont rendus compte qu'on était dans le même bateau et qu'il fallait réagir très vite avec des instruments nouveaux, être créatifs. Et je pense que cette fois-ci, on a bien réagi et la sortie de cette crise est donc très différente
de ce qui se serait passé si on n'avait pas réagi de cette façon-ci. On se retrouverait maintenant à un moment de reconstruction après une destruction très importante. Et aussi, ça a été une réponse très différente de ce qu'on a fait après la crise financière. Et on a appris cette leçon-là. La troisième leçon a à voir avec la justice intergénérationnelle. Et je trouve que c'est bien qu'il y a quelqu'un de 22 ans qui va parler juste après. Parce qu'on a investi des quantités de ressources publiques énormes pour la réponse à cette crise. 150 milliards d'euros de dettes additionnelles dans le cas de l'Espagne. Je suppose que c'est la même chose pour la France, et pour ne pas parler des programmes américains. Et ça veut dire qu'il faut absolument éviter qu'on se retrouve maintenant avec un trou d'investissement et qu'on n'utilisera pas bien cet argent pour s'assurer qu'il y aura un avenir mieux pour les prochaines générations. Je pense que vraiment, on a des risques sociaux très importants si on n'arrive pas à faire un bon programme d'investissement et de réformes en ce moment. Et c'est pourquoi je pense aussi que l'Europe est en train de réagir bien, pas juste à court terme, mais aussi à moyen et long terme, avec ce programme de relance très ambitieux. Au moins en Espagne, on est très conscient de ce que ça veut dire la réaction européenne, et que c'est une grande responsabilité, qu'il faut vraiment prendre les bonnes décisions maintenant pour construire cet avenir mieux. Quatrième point, je ne veux pas les détailler parce que c'était le point qu'on est vraiment devant des défis qui ne sont pas nationaux, qui ne sont même pas européens, mais globaux. Et donc, il faut absolument avoir des accords comme ceux qu'on est en train de développer au G20 sur la taxation, mais il faudra avancer aussi dans le domaine de la santé et dans le domaine de la politique monétaire et fiscale pour l'avenir, parce que je pense que les défis sont d'une dimension telle que je suis sûre que la collègue américaine va parler du défi climatique. Et donc, j'arrive à mon cinquième et point final, qui a à voir avec la digitalisation. Parce que là, par contre, je pense qu'il y a des défis sans doute, mais mon bilan et ma perspective est plutôt positive. Et je pense que c'est très encourageant que les générations les plus jeunes voient le digital, le processus de changement structurel que nous sommes en train de vivre et qui s'est beaucoup accéléré comme conséquence de la pandémie. Les jeunes générations sont très positives. Et c'est chaque fois dans l'histoire, quand il y a eu un changement historique, un changement d'époque, d'ère, et ça a apporté a détruit des éléments, mais a aussi construit de nouvelles opportunités. Et je pense qu'on a dans un moment d'incertitude, il faut absolument éviter de tomber dans la peur, dans la perception que tout est noir, que tout est négatif, parce que ça, normalement, est les climats dans lesquels les extrémismes, le populisme, le racisme, et tous ces genres de réactions politiques augmentent. Et elles s'alimentent de la peur. Et donc, je pense qu'il faut avoir la confiance et penser que si on prend maintenant les bonnes décisions, on pourra convertir le processus de digitalisation dans un succès. Mais dans ces circonstances-là, c'est fondamental, je pense, de revenir à la base, back to basics, et de vraiment protéger les valeurs et les principes et les droits qui font de l'Europe un phare pour le reste du monde. Et je pense que dans ces domaines-là, au moins en Espagne, nous sommes en train de beaucoup discuter, beaucoup travailler sur une charter de digital rights, parce qu'il faut absolument s'assurer que toutes ces valeurs et des droits seront protégés dans la nouvelle réalité digitale, comme ils le sont dans le monde analogue dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant, si on veut vraiment faire de tous ces changements un succès. Et merci encore pour l'opportunité de partager ces réflexions avec vous. Merci beaucoup, merci Madame Calvino, restez avec nous. Et voilà, la digitalisation, c'est un bon exemple. Nous sommes en direct avec l'Espagne et nous allons à Washington à présent retrouver Mélanie Nakawaga. Merci beaucoup. Vous êtes la conseillère du président américain Joe Biden. Vous travaillez avec John Kerry sur le climat. Joe Biden, il a été élu sur une promesse: je tirerai les leçons de la crise. Alors comment est-ce que, au quotidien, le président américain, l'administration américaine montre aux Américains qu'il a tiré ces leçons?
Great, thank you. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Encore une fois, désolée de ne pouvoir être là en personne parce que ça a l'air magnifique dans votre salle. C'est un honneur d'être avec vous et de m'adresser avec vous au nom de l'administration Biden et de vous dire ce que nous avons fait ces derniers mois depuis le début de l'administration et notamment en ce qui concerne les objectifs environnementaux et nos objectifs. Il est vrai que le président s'est engagé à tirer les leçons de la crise de 2020. Donc c'est une année difficile, mais nous sommes optimistes car nous relevons les défis et nous avons des opportunités et des lumières qui se présentent à nous, des lumières au bout du tunnel, et cela, nous allons poursuivre dans ce sens. J'ai joint cette administration auparavant en tant qu'ambassadrice de la technologie climatique et en tant que conseillère politique. Donc, cette période que nous vivons est particulièrement fascinante parce que nous sommes au confluent de 3 domaines importants et ce qui crée un terrain passionnant pour cette administration et pour le changement climatique. Ce changement affecte beaucoup d'endroits dans notre pays et aussi en Europe. Dans notre pays, nous avons des vagues de chaleur sans précédent. En Oregon, on a atteint des records. On est également dans une saison d'incendies spontanés et la saison des ouragans se profile à l'horizon. Donc, 4 réflexions que l'on peut tirer de l'année dernière. Tout d'abord, comme je suis optimiste, je vais commencer par les points négatifs pour finir sur du positif. Si l'on regarde les phénomènes extrêmes de l'année dernière et la pandémie mondiale, on a eu, en plus de la pandémie, des phénomènes extrêmes incroyables. L'an dernier, aux États-Unis, on a eu 30 ouragans l'année dernière et des orages très destructeurs. C'est-à-dire que on a eu vraiment un sens de l'urgence. Il fallait agir vite. Et ce qui nous a amené à ces méga-tendances politiques et avec un engagement à nous assurer que nos politiques de reprise économique soient liées au programme écologique et vert. Cette administration a prévu un certain nombre d'emplois dans ce domaine et s'est engagée à s'assurer que la reprise économique serait une reprise verte. On a parlé du développement des emplois et de travailler dans le bon sens. En fait, c'est de cela qu'il s'agit, créer des emplois et essayer de prévoir un avenir qui tienne compte du changement climatique. En outre, on a vu se développer les politiques qui permettent de trouver des solutions au changement climatique. L'an dernier, on a vu des flux financiers se tourner vers le financement climatologique avec plus de 60 milliards pour ces financements. Et des capitaux risques qui ont atteint 16 milliards pour des technologies dans ce domaine. Et on a également vu différents investissements publics dans ce domaine. Alors, au milieu de cette récupération du Covid, il y a eu aussi la reprise verte et les États-Unis essayent d'aller dans le bon sens avec les bons modules de reprise. Le deuxième domaine, c'est la technologie. Non seulement on a les politiques et les finances qui vont dans le bon sens, mais on a également, donc en premier lieu, il y avait la politique, en deuxième lieu, les finances et maintenant la technologie, car là où les fonds affluent, il y a des technologies et la technologie va se développer. On a vu des investissements massifs dans des énergies propres et durables, des manières de se développer plus efficacement pour l'eau, sans engrais.
Et aussi, on essaye d'améliorer l'efficacité avec de plus en plus de télétravail, il y a moins de pollution, moins de temps de transit. Et il est donc important, on s'est aperçu que les gens ne voulaient pas perdre de temps dans les transports et qu'ils voulaient être plus efficaces, même au moment de reprendre le travail. Donc ce sont des leçons clés apprises de 2020. Ce sont des facteurs qui poussent vers une reprise durable avec un cadre qui vient d'être discuté récemment par le président Biden. Les phénomènes extrêmes de l'an dernier ont amené le président Biden la semaine dernière a organisé une réunion entre les deux parties avec les États de l'Ouest pour travailler sur la prévention plutôt que sur la réaction, car il faut mieux prévenir et investir dans la prévention des problèmes. Et enfin, l'an dernier, on a aussi investi dans la technologie. Et le président s'est engagé à quadrupler l'investissement dans la technologie verte. Et enfin, il y a le rôle des finances. Et beaucoup de ceux d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui savez combien c'est important pour la reprise économique, qu'il s'agisse de financement du climat. Je m'occupe de ce que font les États-Unis en termes d'investissement climatique au plan international, mais c'est aussi le cas au plan local et national. Nous essayons d'investir avec différents paquets politiques, différents modules politiques qui vont dans le bon sens. Donc voici toutes les leçons de 2020 que nous poussons vers l'avant. Que malgré les clivages qui persistent très forts entre finalement deux parties de la population, ceux qui ont voté pour Joe Biden et ceux qui ont voté pour Donald Trump, est-ce que vous allez réussir ce pari que vous vous êtes fixé? En un mot. C'est une très bonne question, je vous remercie. En fait, je pense qu'il faut trouver ce comportement biparti sur des questions notamment telles que la durabilité ou le climat. J'aimerais vous parler de choses qui ont été annoncées récemment en termes de cadre d'infrastructure et qui sont sans précédent en termes d'investissement. Ce sont des investissements à long terme dans l'infrastructure, les plus gros depuis un siècle. Tout cela, on s'est tous mis d'accord là-dessus dans tous les cercles politiques et aussi pour les transports publics, 49 milliards de dollars. Plus gros investissements dans les trains, dans les ponts, le plus gros depuis le programme Interstate Highway. Donc ce sont des programmes d'investissement dans les infrastructures qui sont considérables et qui, pour beaucoup, viennent s'ajouter aux mesures pour le climat et qui montrent comment nous comptons atteindre nos ambitieux objectifs en termes de climat. Et il y a bien sûr une nature bipartite à tous ces programmes et ça devrait permettre de supprimer certaines de ces ruptures. Et je crois que c'est pour cela que ce sont des éléments essentiels. Je vous remercie de votre question et je me réjouis de voir comment ce pays va s'en sortir comme une seule nation. La parole est aux jeunes. La parole est à Jules Baudet, donc étudiant, normalien, 22 ans. Est-ce que vous êtes la génération sacrifiée de l'année 2020 ? C'est la grande question. Merci beaucoup, merci au SAC de me donner la parole. Moi, je pense que la grande question qui se pose à ma génération et en fait un peu à tout le monde, c'est la question des objectifs que nous allons décider de poursuivre dans le futur. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie, on se rend compte qu'on a voulu d'abord minimiser le nombre de morts avec toutes les mesures sanitaires qu'on connaît et on a voulu protéger, sauvegarder l'économie coûte que coûte. Et par économie, on a entendu des indicateurs qui ont été encore très présents dans les débats aujourd'hui, donc le PIB, le chômage, le revenu, etc. Mais en fait, quand on regarde un peu ce qui s'est passé à une échelle plus micro, que ce soit à l'échelle individuelle ou locale, on se rend compte qu'il y a toute une série d'indicateurs
intangibles, subjectifs, plus difficiles à quantifier, qui ont été très profondément affectés par cette crise et qui sont peut-être ceux qui garderont les cicatrices les plus profondes au final. Je pense en premier lieu à la santé mentale. Donc, je pense que tout le monde est au courant que l'isolement, la cohabitation familiale, la diminution du contact social ont été des vraies problématiques pendant cette crise. Elles ont donné lieu à une forte augmentation des états dépressifs, et ce en particulier chez les jeunes. On parle de 40% des 18-24 qui rapportent un trouble anxieux, soit 11% de plus que le reste de la population. Les jeunes ont particulièrement vécu la crise, d'abord parce qu'on les a privés, parce qu'on nous a privés d'un aspect important à cet âge qui était la sociabilité. À un âge, normalement, elle est censée être le plus développée. Mais je pense qu'il y a aussi eu un problème qui a été que notre concentration sur ces objectifs économiques un peu plus traditionnels a fait que la jeunesse et beaucoup de populations qui ne sont pas répertoriées dans ces indicateurs ont été un peu oubliées, ou en tout cas sont apparues très tard dans les priorités politiques. Si on prend par exemple l'exemple de la politique phare du chômage partiel, on se rend compte que c'est une politique qui a cherché à préserver les emplois existants au détriment quelque part des nouveaux arrivants sur le marché du travail, tandis que l'arrêt brutal de l'économie a créé une vraie diminution des offres d'emploi dans les jobs courts, donc les CDD, etc. Bon, le résultat, vous le connaissez, c'est une forte augmentation de la précarité chez des jeunes, plus de 2/3 des jeunes qui reportent avoir des difficultés financières en 2021 encore, un chiffre qui ne diminue pas, et le manque cruel d'un filet économique pour les protéger de chocs futurs, pas de RSA jeunes, pas de revenu de base universel, des questions qui, je suis sûr, reviendront dans les débats. Et un autre facteur qui a été profondément affecté par la crise et qui devrait tous nous inquiéter, c'est la confiance. Il y a 64% des Français qui ne font pas confiance au gouvernement aujourd'hui. Une forte incertitude qui a été causée notamment par une gouvernance qui a été très centralisée, assez peu démocratique, avec peu de concertation, peu de négociations, et qui alimente une défiance qui en fait existe depuis même avant la crise. On se rappelle tous évidemment des Gilets jaunes. Et ce que je veux dire aussi, c'est que cette gouvernance, elle est inquiétante pour un autre point, qui est que en réalité, elle s'est révélée assez peu efficace sur certains points. Si on reprend l'exemple de la précarité des jeunes, cette gouvernance, elle a retardé la décision qui, en réalité, aurait dû être mise en place depuis longtemps du fait des nombreux signaux d'alarme qui ont été lancés par les acteurs de terrain, les associations, les jeunes eux-mêmes, etc. On avait des solutions qui paraissaient un peu prometteurs pour établir un peu de démocratie, comme les conventions citoyennes, la convention citoyenne sur le climat, mais on se rend compte aujourd'hui que ça a été quand même une déception. Beaucoup des mesures ont été oubliées dans la loi qui en est sortie, alors que ces conventions pourraient être un vrai moyen de redonner du pouvoir aux populations et de renouer avec la confiance si elles étaient réellement intégrées au processus institutionnel et pas seulement demandées comme ça, sommées par le gouvernement quand il lui semble que c'est de circonstance. Pour résumer et conclure, je pense que ce dont on se rend compte, c'est que cette crise du Covid a fait ressortir, émerger toute une liste d'inégalités qui étaient très peu présentes dans le débat public. Des inégalités de logement, d'accès à la nourriture saine, de capacité à être en proximité avec des proches, du lien social, etc., qui ont été très peu pris en compte en fait dans nos politiques et dans nos objectifs politiques. Peut-être que, et je pense qu'une raison, c'est justement cette espèce d'obsession qu'on a avec le PIB, etc. Voilà. Ce que je vais dire pour conclure, comme ça je finis le temps, c'est que cette crise nous appelle vraiment à questionner nos objectifs fondamentaux. On se rend compte avec cette crise que l'emploi, le revenu et même la santé physique ne sont pas les seules composantes du bien-être social. Le PIB, ça ne suffit plus. Si on veut vraiment pouvoir s'attaquer aux grands défis que sont la crise environnementale, l'augmentation des inégalités, il va falloir que nous révisions notre comptabilité économique et penser à un mode de gouvernance plus démocratique. Merci beaucoup. Merci pour cette réflexion très approfondie. Christine Lagarde, je vous voyais écouter, je reviendrai vers Patrick Artus dans un instant, je vous voyais écouter attentivement. Les inégalités, elles sont apparues violemment. Qu'est-ce qu'on répond aux jeunes? Vous avez exprimé aussi une inquiétude sur la croissance face aux variants Delta. Qu'est-ce que vous voyez devant?
D'abord, moi, je voulais remercier Jules parce que même si lui, il a quelque chose qu'on aimerait tous savoir, c'est-à-dire 22 ans, prendre la parole devant un auditoire comme ça, c'est pas évident. Et j'étais un peu étonnée parce que quand tu te dis... Ouais, c'est bien. Non, ce qui m'étonne un peu, c'est quand tu dis qu'on a mis la priorité sur l'économie. Parce que certains pays dans le monde ont mis la priorité sur l'économie au détriment complet de la vie, de la santé, de la protection des uns et des autres. Donc on n'a peut-être pas très bien fait, mais on a quand même essayé de mettre la priorité sur la vie, sur la protection de tous, pas forcément des jeunes spécifiquement. Mais je pense que les choix qui ont été faits en Europe, en tout cas, sont très clairement du côté de la vie et pas en tout cas dans la première vague et dans les premières mesures qui ont été décidées. C'était pas le cap sur l'économie, c'était pas le maintien des emplois. Je pense que c'était vraiment la protection des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux contre la pandémie. Et je pense que c'est un élément de rupture. Donc il faut sûrement qu'on revoie des logiciels, il faut sûrement qu'on recalcule la manière dont on détermine la valeur économique et qu'on ne se borne pas, tout comme on le fait depuis malheureusement trop longtemps, même si les uns et les autres on a pu râler ou essayer d'envisager des alternatives à se limiter au PIB. Il y a d'autres choses que le PIB et il faut aller au-delà du PIB. Mais le cap sur la vie, je pense qu'il a quand même été pris par l'Europe, par la France en particulier. Donc, en revanche, ce qui me paraît fondamental dans ce que vous avez dit, c'est que, compte tenu de ce qui s'est passé, de la manière dont les jeunes qui arrivaient dans un cycle de vie qui les amenait à sortir de cycle d'études et à entrer sur le marché du travail, se sont trouvés complètement bloqués, freinés, empêchés. Et là, il faut impérativement, à mon avis, que les politiques macroéconomiques, que les politiques budgétaires, je ne parle pas de la politique monétaire parce qu'on n'est pas capable de cibler de cette manière-là en politique monétaire, mais vraiment fassent un effort tout à fait particulier pour que les jeunes puissent remonter la marche en dessous de laquelle ils sont restés à cause de la pandémie. Et ça, je pense qu'il y a une démarche volontariste collective qu'on doit entreprendre ensemble avec les jeunes. Ça veut dire par exemple que dans le décompte du déficit, on pourrait penser investissement et le sortir du déficit pour relancer concrètement essayer de créer des emplois beaucoup plus vite. Non, c'est pas. Enfin, je pense que c'est pas en termes de comptabilité ou en termes de ségrégation de telle ou telle masse budgétaire. Je pense que c'est en termes de priorité budgétaire. Aujourd'hui, il y a des budgets. Il y a une détermination qui a été encouragée par toutes les autorités européennes de continuer à soutenir les économies, de continuer à exercer le levier budgétaire. Il faut cibler là où ça a fait le plus mal, il faut que ça fasse le plus de bien. C'est un peu l'élan de solidarité qu'a démontré l'Europe dans le plan de relance. C'est là où ça a été très dur, en Italie, en Espagne, dans les pays essentiellement du Sud. On a mis tous le paquet, ensemble. On est allé emprunter ensemble. On est allé donner des subventions ensemble. Il faut faire la même chose au niveau des sociétés pour éviter des inégalités intergénérationnelles. Là, je ne parle pas des inégalités de patrimoine, de revenus, etc. C'est une inégalité intergénérationnelle à laquelle on doit être absolument attentif pour justement qu'il n'y ait pas une génération Covid qui soit perdue en cours de route. Un revenu jeune, Patrick Artus, un revenu de travail jeune, il y a beaucoup de choses qui circulent autour de cela. Oui, juste avant, Ruth, pour continuer sur la piste de Christine, je crois que il faut qu'on s'attache maintenant à ce qui a été abîmé par cette crise et qui n'était pas une priorité, bien sûr, dans l'instant. Dans l'instant, on a sauvé le plus grave, quoi. Ensuite, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des cicatrices, quoi. Il y a des choses qui sont abîmées, peut-être de façon assez insidieuse. Hein. Donc il y a ce qu'évoquait Jules, hein, c'est-à-dire la confiance, il y a la capacité des jeunes à accéder à l'emploi. On sait que la génération des jeunes en France qui arrivent sur le marché du travail une mauvaise année le tire pendant 7 ans par rapport à une autre génération. Il y a évidemment notre capacité à réagir plus tard, parce qu'on a quand même beaucoup usé des politiques. Je pourrais continuer. Mais tout ça, finalement, c'est de l'intergénérationnel. Hein, les inégalités patrimoniales qui vont être un sujet majeur, parce que donc il ne faut pas que Christine écoute, mais enfin, quand on crée de la monnaie, on fait monter les prix des actifs, et malheureusement, c'est les vieux qui les ont, les actifs, quoi. Donc, on a plein de choses qui sont... La dette publique, c'est un transfert intergénérationnel. Alors, on nous explique que comme les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance, on a le droit de le faire. Donc, on a le droit de piquer du revenu plus tard pour l'amener aujourd'hui. Enfin, la réalité est plus compliquée que ça. On est en train de piquer du revenu plus tard, quoi.
Donc je crois que toutes les ficelles, finalement, arrivent à l'intergénérationnel, et donc c'est un pôle majeur de notre réflexion. Quelques questions, et juste peut-être revenir avec vous, Madame Lagarde, sur une phrase que vous avez prononcée hier sur la croissance et le variant Delta, qui éventuellement vous inquiéterait sur les prévisions de croissance ? Les prévisions de croissance sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'établir la balance des risques. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une balance des risques à peu près équilibrée par rapport à la base de projection qu'on a. La manière dont on va réagir contre le variant Delta, la manière dont on va accélérer encore la vaccination, qui est vraiment l'immense différence entre le variant Tartampion Covid et le variant Delta, c'est la vaccination. Donc il faut impérativement prendre le taureau par les cornes, vacciner à tour de bras, pour que cette incertitude qui plane, parce que un Delta qui se répand rapidement, c'est une incertitude, et c'est une incertitude qui pèsera sur la balance des risques aujourd'hui. J'ai des questions de notre public, hein, et elles s'adressent à Madame Lagarde. D'après votre expérience, quels pourraient être les leviers pour rendre les institutions plus agiles et les peuples plus solides pour faire face avec encore plus de résilience aux prochaines crises avec des États qui n'auront peut-être pas plus autant d'argent pour protéger les pays ? Je vais rebondir sur les propos de Patrick tout à l'heure. On a fait on a essayé de réagir de manière rapide, forte. Les montants qui ont été engagés ont été colossaux, mais on faisait le pompier. Patrick dit qu'il faut maintenant passer à une phase de prévention pour avoir, le jour où ça revient, soit sur le plan sanitaire, soit sur le plan économique, en avoir sous le pied pour pouvoir réagir. Moi, je pense qu'en plus du préventif, sur lequel je pense qu'on doit aller à un rythme raisonnable, c'est-à-dire en ayant laissé la croissance se réimplanter, la reprise bien s'ancrer dans nos sociétés, il faut aussi faire tout ce qui est, c'est du jargon anglais, mais c'est du transformationnel. C'est-à-dire qu'il faut que nos sociétés évoluent face aux risques et face aux enjeux auxquels on est confronté. Donc c'est pour ça que le plan de relance européen, avec sa double focale, protection de l'environnement et de la biodiversité, et d'autre part numérisation, digitalisation, c'est de nature à transformer nos sociétés. Et c'est de nature, à mon avis, à nous équiper mieux le jour où la prochaine crise viendra taper à la porte et où on aura, je l'espère, une architecture sociale plus solide, une confiance restaurée parce qu'on aura fait très attention à ces déséquilibres intergénérationnels, et où la croissance aidant, les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont, aussi longtemps qu'ils le seront, point d'interrogation, on aura reconstitué quelques marges de manœuvre, parce qu'évidemment qu'il faudra reconstituer un jour des marges de manœuvre. Patrick Artus. Tu pouvais dire la question ? Non, la question était comment est-ce qu'institutionnellement on peut être plus agile pour réagir aux crises, en fait ? Parce qu'il y avait deux éléments dans la question. Plus agile, on a été agile, je crois que Christine Lagarde l'a dit. On a été incroyable. Enfin, je veux dire, malheureusement d'ailleurs, l'Europe n'avance que quand ça va mal, ce qui est quand même relativement malheureux. En tout cas, ça avance plus vite quand ça va mal. Enfin, qui aurait parié sur les 750 milliards de Next Generation EU ? Enfin, on fait tout ce qui était normalement interdit, je veux dire, ce qui est quand même impressionnant. Après, c'est pas la question d'agilité, donc non, je crois que c'est ce que vient de dire Christine. La question, c'est quand la prochaine crise ? C'est-à-dire, je pense que la prochaine crise, elle est pas si loin finalement. Donc on n'a pas 20 ans devant nous. On nous dit, oui, c'est pas grave, on a toutes ces dettes publiques, mais on a 20 ans devant nous, tranquillement, pour revenir à la normale. Et à partir de 2027, on aura des déficits publics normalisés. Puis, en 38, on aura la dette publique. Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, donc il y a un sujet majeur qui est, on a quelques années pour fabriquer des marges de manœuvre pour pouvoir réagir la prochaine fois. C'est pas 20 ans, malheureusement. On n'a pas 20 ans d'économie tranquille devant nous pour absorber ce choc. Et donc ça, c'est un vrai sujet, je pense. Et qu'est-ce qu'on se donne comme horizon pour se dire on continue comme ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ? On a réagi avec agilité, on a injecté des milliards, des milliers de milliards, on a soutenu, les États sont intervenus, enfin on a tout bouleversé comme vous l'avez dit. On se dit ça va durer jusqu'à quand ?
Ou alors on se dit, en fait, c'est parti pour durer. On continue. On a pris, en face d'une situation totalement exceptionnelle et qui aurait pu être beaucoup plus tragique qu'elle ne l'a été, des mesures totalement exceptionnelles. Bon, l'effort vers lequel on est tous engagés, c'est de sortir de cette situation exceptionnelle et assez tragique. Donc, une fois qu'on aura réussi à passer de l'autre côté de cette rivière Covid, Delta et compagnie, il faudra bien ancrer tout ça, affiner les outils, reconstituer des marges de manœuvre une fois qu'on se sera bien, qu'on aura bien passé l'étape de cette pandémie et de la reprise, et se remettre en position de créer de la valeur ensemble, de renouveler de la confiance, c'est pas très joli, de faire société entre guillemets, et puis on fera face à la prochaine crise, parce qu'il y en aura évidemment une autre. Ça, Patrick a raison. Et probablement, les cycles de crise ont tendance à s'accélérer, on le voit depuis des décennies, donc c'est pas dans 30 ans. Le mot de la fin pour notre étudiant. Oui, non, moi il y a juste un petit point qui me chiffonne, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée de dire que l'agilité elle doit être uniquement pensée à cette échelle très macroéconomique de la politique monétaire. Je suis d'accord qu'il y a eu une efficacité assez impressionnante, que sur tous ces aspects-là on était très bons. Et ce que j'ai dit d'ailleurs avant, c'était pas du tout, c'était pas le but de dire qu'on n'avait pas voulu privilégier les vies, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, il y a toute une série d'indicateurs, de paramètres, de ressentis qui se jouent à des échelles locales, où les gens qui sont présents sur le terrain les ont repérés très rapidement, et où l'organisation institutionnelle et la gouvernance économique et politique de l'État n'a pas permis, parce que c'est aussi tout très centralisé, ça prend du temps de processer l'information, etc., de repérer et de travailler sur ces points-là assez vite. Et je pense qu'il y a une vraie question là-dedans sur cette centralisation, cette organisation, peut-être aussi l'état de notre démocratie, pour traiter de tous ces autres petits facteurs qui, en fait, ont été peut-être, moi je pense, ceux qui vont le plus souffrir à la sortie de cette crise. La revitalisation de notre démocratie par le local ou le citoyen, c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Merci beaucoup à tous. Merci à nos intervenantes depuis Madrid, depuis Washington. Merci à tous.